Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de La Forêt, notre richesse. Cette semaine, on vous présente un des plus beaux joyaux de la MRC de Portneuf et aussi un site touristique qu'on peut visiter, le Parc naturel régional de Portneuf. Alors, cette semaine, on vous parle de la forêt d'une manière un petit peu plus touristique. Alors, créé à l'été 2014 dans la partie ouest du comté de Portneuf, le Parc naturel régional de Portneuf est maintenant un des joyaux de l'industrie touristique ici dans Portneuf. Territoire de plus de 70 km², touchant à 5 municipalités, soit Saint-Ubalde, Saint-Aban, Saint-Casimir, Portneuf et Rivière-à-Pierre. Les activités sont nombreuses, ski de fond, raquettes, randonnée pédestre, spéléologie, escalade, camping, canot-camping, pêche et la location des chalets sont autant de produits qui permettent aux visiteurs de profiter de cet environnement naturel exceptionnel. Allons tout de suite visiter ce joyau de la nature portneuvoise en compagnie de Sébastien Perrault, directeur général de l'organisme. Alors bonjour Sébastien, ça va bien? Bonjour Stéphane, content de t'accueillir. Ben oui, on va faire une très très belle visite, mais tout d'abord, il faut profiter de ce très beau local, on va en parler tantôt, pour parler justement de tout le processus qui a amené au Parc naturel régional de Portneuf. Essayez de nous résumer ça brièvement parce que c'était toute une histoire. Oui, effectivement. En fait, le Parc naturel régional de Portneuf, c'est une entreprise d'économie sociale. Donc, on a un volet économique qu'on va expliquer un peu plus tard, puis un volet social aussi qu'on va vous démontrer. D'où a parti le Parc naturel régional de Portneuf? Bien, il faut reculer en 1968 à l'Université Laval, un certain docteur Maldag, qui avait examiné les caractéristiques géomorphologiques du territoire, puis qui trouvait que c'était un territoire exceptionnel, donc il y avait quelque chose à faire avec ça. Donc, est-ce que ça allait devenir un parc national de la CEPAC, un parc national fédéral, une aire protégée, un parc régional? En fait, c'est l'orientation du parc régional qui a été choisie. Puis la structure d'un parc régional, c'est que le niveau décisionnel, la structure de gestion, c'est elle, à mon avis, qui est le plus près du citoyen et du milieu dans lequel un parc évolue. Donc, ce sont les maires, ce sont les membres bénévoles du milieu qui décident un peu des orientations, puis ensuite l'équipe terrain met en branle les objectifs qui sont dans les plans d'action annuels. Dans le fond, il se part une espèce d'organisme à but lucratif qui est issu du milieu. C'est un petit peu ça que tu nous expliques? Exactement. La structure du Parc naturel régional de Portneuf, c'est une entreprise associative qu'on appelle organisme sans but lucratif. Et puis, le Parc naturel régional de Portneuf, c'est une union de 4 organisations, 4 entreprises d'économie sociale différentes qui sont maintenant sous le même conseil d'administration, une seule structure légale. Les 4 organisations, en fait, on va reculer en 1971. À Saint-Alban, il y a eu création d'un centre de ski de fond qui s'appelait le centre de ski de fond Les Portes de l'Enfer, qui a évolué dans le temps. Et puis, en 2013, il y a eu fusion entre Action Plan d'eau plein air et le centre de ski de fond, qui, Action Plan d'eau plein air, était déjà fusionné avec le comité d'aménagement des lacs de Saint-Alban, qui est une petite pourvoirie qui a été créée en 1981. Donc, et puis, si on compte, c'est un peu complexe, si on peut dire. Là. Dans le fond, c'est 4 organisations. Le centre de ski qui est né en 1971, la petite pourvoirie Calsa en 1981. Ensuite, ici, à Saint-Alban, près de la rivière, en 1997, la municipalité avait des fonds par rapport à la construction de la 3e centrale hydroélectrique ici. Puis, on constitué une organisation qui s'appelait Action Plan d'eau plein air, qui avait des principes de directeur très précis, qu'il fallait que l'éducation, l'implication des jeunes, la mise en valeur du milieu soient respectées dans tout ça. Donc, Action Plan d'eau plein air a bâti, si on veut, le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne, puis est devenu par la suite l'opérateur du Parc naturel régional de Portneuf. Le Parc régional, c'est aussi un organisme sans but lucratif qui a été créé en 2011 par la MRC de Portneuf. Et puis, c'est ça, Action Plan d'eau plein air était l'opérateur désigné. Je veux parler de ça, là, justement, parce que là, on passe de quelques organismes plus locaux à un organisme qui est vraiment très régional. Alors, c'est peut-être ça aussi les craintes. Hein? Il a peut-être fallu expliquer justement où on s'en allait avec le projet. Là.
Exactement. Donc, on avait des organismes qui avaient plutôt une vision locale, supralocale, puis maintenant, le parc naturel régional de Portneuf, mais c'est un parc qui touche à 5 municipalités. On parle de Saint-Casimir avec des sentiers pédestres et le Trou du Diable, qui est la deuxième plus longue grotte du Québec. Saint-Alban, dans le fond, c'est une grosse partie du territoire, la majeure partie du secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. On sait ici qu'il y a un canyon très impressionnant, les 2 chalets locatifs, la rivière Sainte-Anne en amont du barrage qui a 14 km navigables. Ensuite, on passe à la municipalité de Saint-Ubalde. Le lac Carillon, qui est un lac magnifique, sans moteur, avec quelques espaces de camping, des sentiers pédestres, un promontoire avec une vue formidable, mais surtout, une forêt qu'on peut qualifier d'ancienne, avec des grosses épinettes rouges, des grosses pruches du Canada, une sous-végétation vraiment riche, parce que ce milieu-là, à souvenir d'homme, n'a pratiquement jamais été bûché. Donc, c'est une forêt qu'on tient à préserver, là, qui tient à cœur le parc naturel régional de Portneuf, la municipalité de Saint-Ubalde, les villégiateurs qui sont autour. Donc, pour Saint-Ubalde, c'est cette partie-là, le lac Carillon et le lac Sept-Îles, et pas le lac Sept-Îles de Saint-Raymond, mais celui de Saint-Ubalde, ce qui est un tout petit lac. Puis, pour le lac Sept-Îles, il y a un projet éducatif qui est relié avec l'école primaire La Morelle, qu'on pourra peut-être parler un peu plus tard là, dans cette entrevue. Il faut le mentionner aussi, vous touchez beaucoup de municipalités, donc il y a une concertation à faire aussi entre les municipalités. C'est combien de municipalités? C'est 5, je pense? C'est 5 municipalités. J'ai parlé de Saint-Casimir, Saint-Alban et Saint-Ubalde. Il y a aussi la municipalité de Ville-de-Portneuf et Rivière-à-Pierre. Pour Ville-de-Portneuf, c'est un tout petit territoire sur le lac Montauban. Donc, il n'y a pas de partie terrestre pour la municipalité de Portneuf, mais c'est quand même une partie du lac Montauban qui est un lac impressionnant. Et aussi Rivière-à-Pierre, qui est le nord du lac Montauban, le petit lac Nicolas, le lac Nicolas, et surtout la halte nautique publique qu'on a développée sur le lac Montauban toujours, en collaboration avec la compagnie Solifort. Alors, on est devant l'éco-chalet. Ça a été inauguré quand même, je dirais, une dizaine d'années, 10-12 ans. Et puis, c'est quelque chose de... En tout cas, à l'époque, c'était unique au Québec. Oui, en fait, on voulait faire un chalet locatif en premier lieu, qui avait une bonne capacité d'hébergement. On parlait de pouvoir héberger 10, 12, 14 personnes. Puis au fil de notre réflexion, on s'est dit, pourquoi pas en faire un modèle écologique. Les aspects écologiques de ce chalet-là, premièrement, l'orientation par rapport au soleil, le chauffage solaire passif, des feuillus du côté sud qui perdent leurs feuilles en hiver, donc laissent passer les rayons du soleil. En été, on leurs feuilles, donc viennent bloquer les rayons du soleil. Au nord, des conifères qui viennent briser le vent froid d'hiver. L'épuration des eaux se fait par roseau épurateur, donc ce sont des plantes qui épurent les eaux usées du chalet. On a un petit bout de toiture végétale. Donc la toiture végétale, en campagne, on peut se dire que c'est un peu plus esthétique. En ville, s'il y en aurait plus, on éviterait peut-être que les égouts débordent quand il y a des grosses pluies. Donc, ça fait une absorption de l'eau de pluie. Ça a une caractéristique d'isoler du son, d'isoler de la chaleur. Mais surtout, ça a une longue durée de vie. On parle d'une centaine d'années de durée de vie pour une toiture, ce qui est assez exceptionnel. C'est un chalet qu'on peut louer? C'est un chalet qu'on peut louer, 5 chambres, 4 salles de bain qui peut héberger 12-14 personnes. Et puis, d'autres caractéristiques écologiques, évidemment, on parle de la forêt, c'est le bois qui est utilisé dans ce chalet-là, soit du bois recyclé ou du bois qui est provenu d'un maximum d'une dizaine de kilomètres ici autour. On parle de pin rouge qui a été planté par un monsieur ici à Saint-Alban, dans une terre qui était non propice à l'agriculture. Et puis, c'est son fils qui récoltait le bois. Donc, ce bois-là parcourait environ 2,5 km pour se rendre ici. C'est en grosse partie, le chalet était bâti avec ça. Des entrepreneurs, des artisans locaux, de la peinture qu'on a choisi le plus écologique possible, du bois recyclé. On va voir à l'intérieur les magnifiques poutres qui sont une ancienne grue de la carrière de Saint-Marc. Donc, plusieurs éléments écologiques. Les mêmes panneaux qu'on parlait tout à l'heure à l'accueil, les panneaux de Columbia Forest Product, assemblés avec de la colle à base de soya, donc aucune émanation de paraformaldéhyde. Juste avant qu'on entre, j'aimerais que tu nous parles justement de l'hébergement. Ça marche très fort ici, l'hébergement dans plusieurs lieux. Justement, vous en avez fait un petit peu partout. Oui, en fait, ici au secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne, il faut savoir que le parc, c'est 2 territoires séparés. C'est un parc éclaté. Le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne entre Saint-Alban et Saint-Casimir. Puis ensuite, le parc régional de Portneuf, reconnu par le gouvernement du Québec, qui est un peu plus dans la montagne. Donc ici, au secteur des gorges, on a l'éco-chalet. On a la Maison du Gardien qui date de 1927, qui a été restaurée en 2000. Puis on a 6 autres chalets locatifs en bordure de lac. Et puis oui, c'est des chalets qui sont très demandés. C'est le principal revenu qui permet de réaliser nos activités. À cela, on ajoute 100 espaces de camping.
Donc, on a une capacité d'hébergement là, dans 108 lieux. Puis cette année, une nouveauté, c'est qu'on ajoute 2 tentes prêtes à camper, en collaboration avec la compagnie Imago du Lac-Saint-Jean, qui nous a vendu 2 tentes prêtes à camper, donc avec 2 chambres, les matelas sont là, il va y avoir un petit barbecue avec un rond au propane. Donc les gens vont arriver avec leur sleeping bag, avec leur nourriture, puis ça va être du camping de luxe, si on peut dire, dans ces 2 unités-là. Une unité à Saint-Albin, aux Chutes à Marcotte, sur la décharge du Lac-Long, la Rivière-Noire, puis une unité au Lac-Carillon à Saint-Hubert. C'est vraiment en forêt directement. Directement en forêt, sur le bord de lieux magnifiques, là. Alors, ceux qui veulent réserver, ben, c'est directement aller sur le site Internet. Oui, en fait, on tape Parc Portneuf, donc on tombe soit sur notre Facebook, soit sur le site Internet, soit par téléphone au 418-284-4232. Alors, on va aller faire un petit tour en dedans. Allons-y. Alors, on est maintenant à l'intérieur, Sébastien, de l'Éco-Chalet. Alors, explique-nous un petit peu. Tantôt, tu nous parlais de la poudre, justement. Il s'en fait plus vraiment aujourd'hui de ça. Non, des poutres qui ont ce diamètre-là et la longueur que cette poutre avait là. En fait, c'est une poutre qui composait une grue de la carrière à Saint-Marc-des-Carrières, qu'on appelait des derricks. Puis il y avait 2 poutres comme ça qui étaient abandonnées dans la dompe, là, si on peut dire, de la carrière à Saint-Marc. Puis c'est un des employés qui travaillait là qui avait entendu parler du projet de construction de l'Éco-Chalet. Puis là, on était voir la poutre, les 2 poutres. Il y avait 2 poutres comme ça, puis on les trouvait vraiment formidables. Ça a été vraiment la pierre d'assise du chalet. On a même modifié nos plans pour pouvoir l'intégrer. Fait que la poutre qui était encore en très bon état, on l'a mis de façon intègre au plafond. On l'a scié en 2 pour les 2 supports à chaque bout. Et puis pour les poutres de soutien latéral, c'est la même poutre qui est sciée en 4. Donc c'est du sapin Douglas de Colombie-Britannique, qui est le même bois que la conduite forcée qu'on va voir tout à l'heure. Puis ça, c'est vraiment le cœur du chalet. On voit la table à dîner qui est faite à partir de bois qu'on a prélevé d'une grange qui était vouée à être enfouie. Encore une fois, le propriétaire nous a appelé pour dire, ben là, j'ai une grange qui va être démolie, voulez-vous le bois? Les jeunes du plateau jeunesse, on était là-bas, on a arraché des clous, on a ramené le bois. On a été chez un artisan à Saint-Casimir, M. Genet, pour bâtir la table. Les meubles de cuisine, dans le fond, tous les comptoirs. Ça, c'est une ancienne cabane à sucre qui était écrasée en forêt. Puis le monsieur propriétaire, il dit là, j'ai l'intention de faire brûler cette vieille cabane à sucre-là, voulez-vous le bois? Fait qu'encore une fois, avec le plateau jeunesse, on s'est dirigé en forêt, on a récupéré le bois, puis on a confié le bois à un artisan qui est Guillaume Frenette de Saint-Hubert. La première fois qu'il a vu le tas de bois, il dit là, tu veux que je fasse des meubles de cuisine avec ça? Là, je dis oui, oui, amène-moi ça. Fait que lui, il a travaillé le bois, tout assemblé, tonneau et mortaise. Puis vraiment, c'est notre fierté d'avoir ces éléments-là. On voit en arrière des comptoirs un dosseret qui a été réalisé de façon collective avec des bénévoles grâce à l'appui de Phébus. Oui, ça, j'allais dire, c'est style la Phébus. Oui, c'est la petite compagnie de Grondines, dans le fond, qui font des mosaïques collectives comme ça. On retrouve les panneaux qu'on parlait tout à l'heure de Columbia Forest Product. Il y a des gens qui nous ont donné des vieilles briques. On a un poêle à bois, dans le fond, qui était le meilleur sur le marché quand on a construit le chalet en 2007. Beaucoup de dons, des artistes même qui ont collaboré. On parle des vitraux qui sont au mur, la céramique de Marie-Claude Girard, entre autres. On a des peintures au 2e étage, des projets artistiques faits à partir d'éléments recyclés de Madame Couture. Donc vraiment, c'est une grande fierté, l'Éco-Chalet, puis il est très apprécié. Dans le fond, les gens le louent pour se réunir. Le motif principal, c'est la réunion, la rencontre. Ça peut être des familles, des gens qui ont étudié ensemble à l'université, qui se retrouvent occasionnellement. Ça peut être des gens qui viennent pratiquer des sports, donc ça devient leur camp de base. Vraiment, là, c'est une grande fierté. Puis on dirait que l'Éco-Chalet, là, ça nous a donné un rebond quand on l'a bâti à l'époque, puis qui nous a donné vraiment une orientation écologique au niveau de nos bâtiments. Chaque fois qu'on achète un matériel pour construire quelque chose, on réfléchit, c'est quoi son impact quand on l'a fabriqué, quand il est dans la construction qu'on fait, est-ce qu'il émane des choses nocives? Puis lors de la fin de sa vie utile, est-ce qu'il va pouvoir se recycler ou se décomposer facilement? Puis on remonte, ça va faire 10 ans l'an prochain, dans le fond. Et on se dit, ben à l'époque, l'écologie, le recyclage, l'environnement, c'était pas si fort qu'aujourd'hui. C'était quand même avant-gardiste là, à l'époque. Ben, c'était quand même avant-gardiste. On a encore une fois été bien conseillés. On parle de l'architecte Hugo Normand, Isabelle Minguet à Grondines. Donc, en fait, le secret, c'est pas de détenir toutes les connaissances, c'est de s'ouvrir et de s'associer à des gens qui, eux, ont les connaissances spécifiques pour des projets comme ça. En terminant, avant d'aller aux autres endroits, le caméraman nous faisait remarquer justement que ça n'a pas l'air si grand que ça quand on est de l'extérieur. Hein? C'est vrai qu'il y a une belle grande place aussi. Je ne sais pas si les gens vont le voir à la caméra. Oui, ben en fait, nous, on est arrivé du côté nord, donc peu de fenêtres.
Et puis, le bâtiment descend de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 étages sur la partie nord. Et puis, on se rouvre du côté sud pour avoir le chauffage solaire passif en hiver. Donc, la façade est du côté inverse du chemin, ce qui n'est pas nécessairement habituel. Puis oui, à l'intérieur, ben, il y a un grand espace commun. On parle qu'on peut asseoir jusqu'à 28 personnes à table. Puis ça arrive même que les gens louent l'éco-chalet et la maison du gardien, puis se rassemblent à l'éco-chalet. Donc, ça fait une capacité d'hébergement de 20 personnes, puis tout le monde peut manger autour de la même table. Et puis, il y a des petits boudoirs, il y a 5 chambres, 4 salles de bain. Donc, c'est vraiment un chalet qui a beaucoup d'espace et qui est très apprécié par nos locataires.